Ok, donc pour la deuxième partie ici, donc là le premier truc c'était les opérations courantes. Et donc là je passe aux opérations d'inventaire. Donc pour les opérations d'inventaire, on va respecter un ordre, c'est les rattachements au classement. Ok. Après on fait les provisions pour risque et charge. Ok. Amortissement. Ensuite, variation de stock. Réduction de valeur. Ensuite, la centralisation TVA. Après la centralisation TVA, l'impôt sur le résultat. Et ensuite, l'affectation du résultat. Ok. Donc, ça c'est l'ordre qu'on nous a appris. Donc ici, je vais mettre ça jusque ici. Ça c'est le livre d'inventaire. Ok. À partir depuis cette année, la centralisation TVA fait partie du livre d'inventaire. Donc ici, je vais juste vous mettre une petite ligne ici, parce que vous devez faire attention à quelques petits trucs. Donc, ce que vous avez ici, tout ici c'est le livre d'inventaire. Donc en gros, normalement, il faut respecter cet ordre. C'est ce qu'on nous a toujours appris depuis que moi je suis à l'échec. En 2015 jusqu'à maintenant, on nous a dit cet ordre, c'est l'ordre qu'il faut respecter. Mais en vrai de vrai, je pense qu'à partir depuis cette année, d'après le gouvernement, vous n'êtes plus obligé de respecter l'ordre. D'accord, ça on est d'accord. Vous n'êtes plus obligé de respecter l'ordre entre les livres d'inventaire. Okay, donc bien entre les 5 éléments que j'ai mis ici. Ça veut dire qu'en gros, si vous voulez commencer par la réduction de valeur, après les provisions, bref, l'ordre que vous voulez, ça vous pouvez le faire. Par contre, vous êtes obligé d'avoir terminé ces 5 étapes avant de faire la centralisation TVA, avant de faire l'impôt sur le résultat et avant de faire l'affectation du résultat. Okay, donc il n'y a pas d'ordre, certes, apparemment cette année il n'y a pas d'ordre, vous ne pouvez pas faire l'affectation du résultat avant les rattachements, etc. Ça n'a pas de sens. Okay, vous êtes obligé de faire bien ceci. Donc vous ne pouvez pas faire non plus la centralisation de TVA avant d'avoir terminé tout ça. Okay. Donc l'ordre, il n'est pas important entre ces éléments-ci, mais par contre, à partir de là, ça doit rester là. Ça doit rester centralisation, impôt et affectation. Ça, vous ne pouvez pas changer l'ordre à partir de là. À partir de là, vous pouvez changer l'ordre. Moi, je vous conseille, vous n'êtes pas obligé de respecter l'ordre exact que j'ai mis, parce qu'apparemment, vous n'êtes pas obligé de le respecter. Logiquement, c'est vrai que vous n'êtes pas obligé de le respecter. Mais ayez un ordre quand même dans votre tête. Vous n'êtes pas obligé de respecter celui-là, mais ayez un ordre dans votre tête, comme ça, vous savez que vous allez rien oublier. Moi, personnellement, je vais respecter cet ordre. Donc ici, on va faire l'exercice avec cet ordre-ci. Vous pouvez mettre pause, copier l'ordre. Là, moi, je vais directement effacer. Et donc, on va commencer avec les rattachements au classement, etc. Okay, donc là, on va voir comment on va aborder ça. Donc, les rattachements au classement, là, il faut regarder dans votre exercice. On parle de rattachement au classement, on parle de tout ce qui est ceci. Ok, les trucs qui sont en N plus 1. Avec ceci, donc ça va être à reporter. N plus 1. On a le PG ici. Ce qu'on va regarder, ça va être acquis. Amputé. Ok. Donc là, ici, on parle de tout ce qui est charge à reporter, produit acquis, etc. Ok. Donc là, je vous mets un petit résumé, mais je ne peux pas tout détailler non plus. Ok. Donc ça, c'est un petit résumé des classements, rattachements, etc. Okay. Donc c'est tout ce qui est charge à reporter, imputé, etc. Et facture à recevoir et note de client. Okay. Déjà, dans un premier temps, ce que je vous conseille quand vous arrivez au livre d'inventaire, c'est de lire toutes les opérations de fin d'exercice. Toutes les opérations de fin d'exercice, on vous dit que vous disposez que du bon de livraison. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit pour le point 10, dans la première partie, c'est la division de la partie. Pour le point 10, je vous ai dit que vous avez que le bon de livraison. Okay. Et donc là maintenant, on n'a que le bon de livraison, donc on n'a pas la facture d'achat. Okay. Le montant du coût du litige avec le client du pont est évalué à 6 120 €.
Ok, donc on va regarder. La valeur d'acquisition du stock de marchandises est valorisée à 16 000 euros. On donne le stock final. On nous dit que le client Ola n'a pas payé la facture. On a les actions détenues sont évaluées à 102 euros. L'impôt total sur le résultat de l'exercice N est estimé à 300 950 euros et le résultat est reporté. Ok. Comme ça, juste j'ai screené un peu les opérations de l'exercice. Donc ici, on va regarder dans mes opérations, dans ma liste des comptes, donc vraiment dans les 1, 2, 3. Est-ce que j'ai pas des choses à faire attention au niveau des charges à reporter, produits acquis, produits imputés, etc. Donc, ici, je regarde. Au niveau des provisions pour litige, il n'y a rien. Donc là, je regarde mes 1, 2, 3 que j'avais dans ma liste des comptes. Dans mes actions et parts, il n'y a rien à faire de spécial. J'ai juste des actions détenues. Pour ça, il n'y a pas de charges de produits qui sont à choix sur 2 années. Par contre, pour mon dépôt à terme, 68 000, okay, là, je dois faire attention. Okay. Là, je dois faire attention. Et là, ici, je vais vraiment juste recopier. Parce que, en gros, dans la première partie, vous voyez qu'on avait vendu des actions, on avait déjà fait tous les calculs. Okay. Donc là, je reprends vraiment. Si vous voulez, vous avez le calcul à la page 5, qui est détaillé, c'est exactement le même calcul qu'on va faire. Okay, donc c'est sur les 68 000, on a un intérêt de 95%, 0,95%, qui est égal à 646 euros. Et sur ces 646 euros, on a 30% de précompte. Donc les 30% de précompte qui nous donne 193,80 euros. Et donc ces 646 euros, ils sont divisés en N et en N plus 1. Donc la figure ici maintenant, où j'ai 1 douzième et 11 douzièmes. Pourquoi 1 douzième et 11 douzièmes? Puisque ça prend pour le 1er décembre que je connais. Et donc là aussi, 193,80 euros, N plus 1. Ok, 1 douzième, 11 douzième. Ok. Et donc c'est pour ça qu'ici on a 53,83 euros. Et qu'ici après on a 592,17 euros. Ici on a 16,15 euros. Et ensuite on a 177,65 euros ici. Okay. Et donc, ici, je suis dans quel cas de figure, on vous dit que ces intérêts vont être payés à terme échu. Et donc c'est à la fin de la période que vous allez payer l'intérêt. Vous avez vu tout à l'heure qu'on a reçu justement la PJ qui est à la fin de la période où on paye les intérêts. Donc la PJ, vous allez recevoir à la fin de la période. Donc je dis on paye les intérêts, vous recevez les intérêts dans ce cas de figure. Donc la PJ, vous allez recevoir à terme échu. Donc on est dans ce schéma-ci où je reçois la PJ à terme échu. Et donc c'est la partie de N qui va m'intéresser dans les deux cas. Et je vais acquis ou imputer. Okay. Et donc dans ce cas de figure, c'est des produits, donc justement ça va être des produits acquis. 491, j'ai un produit acquis pour 53,83 € que je vais rajouter en 751 produits des actifs circulants. 53,83 €. Et ici, c'est une charge à imputer, 492, je devrais imputer 16,15 €. Et ces charges à imputer, ça donne dans le compte 6716,15 €. Évidemment. 6700 que le compte précompte, un peu de précompte de base. Ok. 16,15 €. Ok. Donc là, je vais vérifier la réponse. Et c'est totalement correct. Okay. Donc c'est de là que vient la réponse. Ok, donc là, on a fait notre rattachement pour le dépôt à terme. Je vais continuer dans mon exercice pour voir ce que j'ai encore à faire au niveau des rattachements, etc. J'ai donc le point 3, le point 4. Point 4, on dit revenu des immeubles. On vous dit, donc c'est des produits, on vous dit que le dernier loyer mensuel a été encaissé le 1er décembre. Okay. Donc je vous rappelle que les rattachements, on va le faire quand vous avez des choses qui vont sur 2 années, entre N et N plus 1, ou qui vont sur 2 années. Et là, on vous dit dernier loyer mensuel qui a été reçu le 1er décembre, c'est-à-dire le loyer de décembre qui a été reçu, tout simplement. Okay. Et donc là, vous voyez que ça ne va pas sur 2 années, donc totalement rien à faire. Rien à faire, ça ne va pas sur 2 années, il n'y a pas besoin de reporter ni de mettre des produits acquis, il n'y a rien à faire. Le loyer est dans sa bonne année, il n'y a rien qui est pas dans une bonne année, on est bon. Okay, donc il n'y a rien à faire. Ok, donc là ici j'ai fait tout ce qui était dans ma liste des comptes.
Donc je dois regarder dans mon exercice si j'ai pas des choses aussi qui concernent tous ces trucs à reporter, etc. Ok. Donc, dans mon exercice, qu'est-ce que j'ai mis? Donc, dans l'achat de la voiture, il n'y avait rien de spécial. Ici, il n'y avait rien de spécial. Je regarde. Vous voyez que vous avez un avis d'échéance semestriel de 630 euros. Période couverte du 15 du 12, à partir du 15 du 12. Ok. Donc là, je vous dis, hein, j'ai juste pris mon exercice et je regarde à chaque fois, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire, à reporter, à qui, à imputer, etc. Donc qu'est-ce que ça donne ici? On a un loyer semestriel, 630 euros. Une assurance qu'on a payée, 630 euros. C'est une assurance semestrielle qui va en N+1 et en N+2. Donc 6 et 6. On dit que ça prend pour le 15-12. Ça veut dire qu'ici on a 0,5 et ici on a 5,5. Et donc ici on a un demi-mois qui est en N et en N+1 on a 5 mois et demi en N+1. Okay, donc on fait nos calculs tout simplement. On fait 630 divisé par 6 fois 0,5. Ça nous donne 52,50 €. Très chiant tout ça. 52,50 €. Et donc les 630 divisé par 6 fois 5,5, ça nous donne 477,50 €. Ok. Donc vous-même vous l'avez vu que la PJ on a bien enregistré en N. Ok, la PJ on l'a enregistré en N. On l'a déjà enregistré pendant l'exercice. Dans la partie 1, donc c'est N+1 qui va m'intéresser, que je vais reporter. Okay. Donc ici, ça va être ma charge à reporter, exactement. Charge à reporter 577,50 € à mon compte d'assurance 614 577,50 €. Libre inventaire. Okay. Donc si vous regardez les réponses, vous allez voir qu'il y a un deuxième truc. Vous pouvez le faire en deux écritures. C'est pas une erreur de le faire en deux écritures. Okay. Donc ici, j'ai juste fait mon calcul, donc je dois reporter parce que je suis dans ce cas de figure ici. Donc c'est à reporter. Et donc là, vu que c'est une charge à reporter. Si c'est un projet, ça va être simplement produit à reporter. Ok, donc charge à reporter. Non, on a reporté, on est bon. Je regarde dans mon exercice si j'ai pas d'autres trucs. Ok, donc fiscal et rien. Ici, il n'y a rien qui va sur deux trucs. Et vous avez l'avis de paiement. Donc là, on va directement au point 12. Ok, donc au point 12, je vois que j'ai une taxe annuelle de 12 mois. Et la période couverte, elle commence en décembre. Donc là aussi, j'ai encore quelque chose qui va sur 2 années. Donc j'ai combien? C'est 330 pour 330 pour 92. N+1. Et donc c'est sur 12 mois. Donc là, 12 mois, j'ai décembre qui est en N et j'ai les 11 autres mois qui sont en N+1. Donc sur les 330 € pendant 2, je divise par 12, j'ai 27,58 € ici. Ici, et ça fois 11, ça me donne 303,34 € pour N+1. Et là, on est dans le même principe. Vous avez bien vu que cette charge, on l'a bien enregistré en N, on l'a même enregistré en N, donc c'est N+1 qui va m'intéresser, que je vais la reporter. Et là, encore une fois, je suis dans une charge à reporter. C'est pour ça que vous allez voir dans l'exercice, on l'a fait en une écriture. Donc j'ai encore 490, charge à reporter 303,34 € à mon compte 640 que je vais créditer de 303,34 €. Inventaire. Ok. Donc là, on est bon pour ça. Vous allez voir que dans le correctif, elle a fait en une écriture. Donc vous voyez, vous avez 490 et 490. Donc c'est la somme des deux. Ok. Donc 800, je sais pas combien. 880,84 €. Ok. Mais vous voyez bien qu'on pose ça et ça, c'est ce que vous avez ici, hein, dans le correctif.
là je le fais en des écritures, vous pouvez le faire en des écritures. Mais là c'est pour bien vous expliquer la différence des deux. Ok, et donc c'est le calcul qui nous permet d'arriver à cette charge à rapporter. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ok, donc dans mon exercice, j'ai fait ma liste des comptes, j'ai regardé mon exercice, si j'ai plus rien, si j'ai pas des trucs à rapporter, etc. Donc là, je regarde dans mes opérations de fin d'exercice. Et dans mes opérations de fin d'exercice, on me dit que le 31 du 12, je dispose que du bon de livraison. Ok, Julien. Ok. Donc, j'ai pas encore reçu la facture. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas encore reçu la facture, mais j'ai une charge. Et je vous rappelle que les charges, elles doivent apparaître à la fin d'année. Donc ici, quand on me dit que j'ai reçu que le bon de livraison, ça insinue que j'ai pas encore reçu la facture. Ok. J'ai pas reçu la facture, donc je vais vous montrer le début du calcul que je vais faire. Donc j'ai pas reçu. On va retourner au bon de livraison. On avait quoi? 50 000, on avait une remise de 10%. Donc on est d'accord qu'en gros, on a notre achat de marchandises qui est de 45 000 euros. On est au 31 du 12, depuis qu'on a commencé le livre d'inventaire, donc cette vidéo elle commence, tout ce qui se passe dans cette vidéo se passe au 31 du 12. Et donc on a ceci, on a 45 000 euros dans le achat de marchandises. Puisqu'on a une remise de 10%. Et donc ici je ne peux pas commencer à calculer ma TVA et ce que je dois payer au fournisseur puisque je n'ai pas encore reçu la facture. Okay, donc comme je n'ai pas encore reçu la facture, tout simplement je vais mettre dans mon compte 444 facture à recevoir. Okay, comme ça, là, ça m'a permis de montrer que cette marchandise, c'est bien un achat de marchandise, donc c'est une charge qui augmente, mais pour N. Et ce qui va se passer, c'est que quand je vais recevoir ma facture en N+1, j'aurai plus qu'à solder ce compte qui va venir remplacer mon 604. Comme ça, quand j'arrive avec ma facture en N+1, je ne vais pas augmenter mes charges de N+1. Okay, c'est pour ça qu'on fait ça ici comme ça, pour que je montre bien que cet achat de marchandise, je l'ai fait en N et pas en N+1. C'est juste la facture que j'ai reçue en N+1. Et donc, j'ai ma facture à recevoir ici. Et donc, vérifier quand même que c'est correct. Tout ceci. Et ça me semble correct. Hein. À la page 12, on a ça qui est totalement correct. Ok. Donc voilà pourquoi on a la facture à recevoir ici. Après, on parle du montant du litige, ça veut dire que j'en ai déjà fini avec mes rattachements et mes remplacements. J'ai bien regardé dans ma liste de compte, j'ai regardé dans mon exercice, j'ai regardé dans les opérations de fin d'exercice. On me parle maintenant de provision, ça veut dire que j'ai fini avec mes rattachements. Ok, donc je passe à la deuxième étape que j'ai mis dans ma liste, provision pour risque et charge. On dit provision pour risque et charge, vous ne pouvez pas l'inventer, c'est d'office dans les opérations de fin d'exercice. Ok, donc ça, vous n'avez pas besoin de regarder dans la liste des comptes, c'est les opérations de fin d'exercice qui vous disent si vous avez une provision à faire. On me dit que le montant du coût du litige avec le client du pont est évalué à 6 120 €. Donc si on vous parle d'un client du pont comme ça, c'est qu'on en a déjà parlé avant. Okay. Donc, je reviens dans la liste des comptes et j'ai une provision. Provision pour le litige en cours. Et on m'a donné l'information, on m'a dit que cette provision à caractère récurrent concerne le litige avec le client du pont. Okay, donc ça c'est mon point. Donc ça veut dire que j'avais déjà fait une provision pour ce client du pont et ma provision que j'avais faite pour ce client du pont c'était 5 000 €. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe, c'est que j'ai fait une provision pour 5 000 € et un an plus tard, enfin maintenant, j'estime que non, en fait, au final, c'est pas 5 000 € qu'il me faut, mais 6 120 €. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que je dois rajouter une dotation de 1 120 €. Ok. Je dois rajouter 1 120 € en dotation. Okay. Donc, j'ai fait une nouvelle estimation. J'avais d'abord estimé 5 000 € et là, je suis en train d'estimer que non, c'est pas 5 000 € qu'il me faut, mais 6 120 €. C'est pour ça qu'on va rajouter ici. Et donc, si on vous dit que c'est un caractère récurrent, okay, donc là, vous êtes dans des provisions pour haute risque et charges récurrentes, c'est-à-dire 6 380. Vous allez rajouter 1 120 € à 1 650, provision pour litige en cours, 1 120 €. Livre d'inventaire. Ok, donc ça, c'est comme ça qu'on fait les dotations. Okay, donc là, encore une fois, je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas refaire tout le chapitre de provision pour risque et charges. Donc là, on va juste faire une dotation en plus. Donc, voilà pourquoi on fait cette dotation ici. Donc, la dotation, elle est bien de 1 120 €. Je vérifie quand même simplement que je ne dis pas de bêtises. Et donc, on a bien fait cette dotation de 1 120 €. Okay. Et donc, après, on parle de quoi? Donc, je lis mes opérations de l'exercice, on parle de variation de stock. Okay, on parle de stock de marchandises. Donc, avant le stock de marchandises, on a nos amortissements. Donc déjà, ça veut dire que pour mes provisions plus les charges, j'ai plus rien à faire.
Donc moi, selon ma méthode à moi, mon ordre à moi, je dois d'abord faire les amortissements. Donc les amortissements, ça, c'est pas les opérations de fin d'exercice. Un petit truc pour les amortissements, allez directement aux règles d'évaluation. Vous allez directement aux règles d'évaluation. Pourquoi je vous dis directement d'aller aux règles d'évaluation? Vous allez voir quoi. Les règles d'évaluation, on vous dit quoi? On vous dit déjà que c'est calculé au prorata journalier. C'est votre méthode de calcul des amortissements, c'est au prorata journalier. Et donc vous voyez que vous avez la valeur d'acquisition de la construction est amortie selon la méthode linéaire sur 25 ans. La valeur d'acquisition du mobilier est amortie selon la méthode linéaire sur 5 ans. Et la valeur d'acquisition de la voiture est amortie selon la méthode linéaire sur 5 ans aussi. Okay. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau de vos amortissements, vous allez juste devoir chercher une construction, un mobilier et une voiture. Enfin, des constructions, des mobiliers et des voitures. Okay. Ça veut dire que vous savez déjà que vous ne devez pas faire d'amortissement pour une machine. Okay, ça sert à rien de commencer à chercher des machines ou vous cherchez, je ne sais pas, des installations. Okay. Vous savez juste que vous avez construction, mobilier et voiture. Tout simplement. Okay. Donc on va commencer pour notre construction. Okay. Donc là, bien évidemment, comme je l'ai déjà dit aux élèves qui sont passés chez Wheeler, on ne va pas commencer à faire des tableaux d'amortissement. Okay. On va aller à l'essentiel. On dit que ma construction sera amortie de manière linéaire sur 25 ans. Donc là, ici, je vais aller dans les comptes. Et regardez, qu'est-ce que j'ai comme construction? Qu'est-ce que j'ai en construction? En construction. Comment la construction? Elle est où cette construction? C'est quoi cette histoire? Elle est là, excusez-moi. Là, 2 50 000. 2 50 000. Voilà, c'est ça. Elle est amortie en 25 ans. Ok? Donc 2 50 000, on dit que c'est amorti en 25 ans. Je dis pas de conneries, c'est bien ça. Donc, 2 50 000, 3, amorti en 25 ans, ça fait 82 000 € par an. Amortissement. Ok. Donc ça c'est essentiel de notre amortissement. Notre amortissement annuel, c'est toujours la même chose, sauf dans deux cas de figure. La première année, où je dois faire attention au prorata journalier, comme elle l'a dit, et la dernière année où ma valeur nette comptable, elle est en dessous de mon amortissement annuel. Okay. Donc ici, ça c'est ce que je dois amortir en théorie. Maintenant, qu'est-ce que je dois juste chercher? C'est chercher est-ce que ma valeur nette comptable, elle n'est pas en dessous de ça pour confirmer que je suis bien dans cet amortissement, ou regarder est-ce que ce n'est pas la première année que j'ai acheté cette construction. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe au niveau de la construction? On nous dit, donc moi ici, je vais chercher le compte amortissement acté sur construction, parce que ici, en gros, je vais faire 2 50 000, moins les amortissements actés sur construction, qui va me donner ma valeur nette comptable ici. Il va me donner ma valeur nette comptable. Et c'est sur base de ça que je vais savoir est-ce que je peux amortir 82 000 ou pas. Donc ici, on a amortissement acté sur valeur d'acquisition des constructions, on a valeur 443. 83. Ok. Ça c'est ce qu'on a. Ok. Et donc en faisant ça, moins ça, je vais trouver la valeur nette comptable. Ici, je ne vais même pas faire le calcul parce que c'est bien évident que ce que je vais trouver, c'est bien au-dessus des 82 000 €. Okay. Et donc, les 82 000 €, ça va tout simplement être en amortissement cette année. Okay. Le seul cas de figure où ça n'aurait pas été le cas, c'est si on précisait bien la date que ça a été acquis cette année. Donc là, j'aurais dû faire le prorata mensuel cette année pour voir à combien j'amortis. Ou bien si, ici, par exemple, j'avais trouvé, je ne sais pas, 10 000 €. Si j'ai trouvé 10 000 € en valeur nette comptable, vous voyez bien que c'est en dessous de mon amortissement annuel. C'est-à-dire que mon amortissement, ça aurait été 10 000 € et pas les 82 000 €. Mais là, vous voyez bien qu'en faisant le calcul, je tombe sur quelque chose qui est bien plus grand que 82 000 €. Mon amortissement, c'est 82 000 €. Ça me permet de vérifier que ça sera bien mon amortissement. Donc là, c'est bon. Okay. Vous pouvez le faire chez vous, le calcul. Vous allez voir, c'est très évident que ça va être reçu. Donc voilà. Donc pour la construction, on est bon. Après, pour le mobilier, c'est amorti de manière linéaire en 5 ans. Okay. Pour le mobilier, on a 740 000. Okay. 740 000 en 5 ans. 740 000 en 5 ans, ça fait combien? Ça fait 140 000. Ok. Donc ça, c'est notre amortissement annuel. Même étape, hein. Je vais essayer de regarder que mon mobilier, c'est vraiment un valeur nette comptable. Pour voir est-ce que
est-ce que je peux amortir ou pas. Donc ici, moins mon amortissement acté. Et là, je vois, est-ce que je suis au-dessus de ça ou pas. Donc ici, amortissement acté sur mobilier, on a 403 000. Vous avez 403 000. C'était combien? 452. Ok. Donc là, je vous laisse encore une fois faire le calcul. Vous allez faire ça en moins ça, vous allez trouver 300 000 et quelque chose. Et donc, même chose que pour la construction, même explication. Au final, ça va être notre amortissement pour notre mobilier. Ensuite, on me dit que pour les voitures, c'est amorti de manière linéaire en 5 ans. Ok. Donc pour ma voiture, bien faire attention. Donc là, à ce niveau-là, normalement, vous êtes censé avoir fait l'exercice. Vous avez déjà fait l'exercice. Donc pas oublier que pour la voiture, j'avais ma valeur d'acquisition au niveau de la voiture. Donc à la page 5, j'avais 26 431. 26 431,60. Ça, c'est la valeur d'acquisition de la voiture. Ok. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a continué l'exercice. Et qu'est-ce qu'on a fait? Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc ça c'est dans la première vidéo. Si vous ne regardez pas les deux vidéos en même temps à la suite, dans la première vidéo, on voit qu'on avait fait un avis de paiement où je vous avais dit que la taxe de mise en circulation, elle se rajoute à la valeur d'acquisition de la voiture. Donc ici, on a 123 € en plus en valeur d'acquisition de la voiture. Donc au final, la valeur d'acquisition sur lequel je dois baser mon amortissement, c'est 26 431,60 plus les 123 € qui donne 26 554,60 €. Et donc c'est ceci que j'amortis en 5 ans. Ok. Oh putain. Ce qui va me faire 5 310,92 €. Ok, donc ça c'est mon amortissement. Donc ça c'est ceci divisé par 5. Je vous donne ceci. Donc ça c'est mon amortissement annuel. Bien évidemment si j'ai pas fait de faute. Donc on est dans un prorata journalier. C'est-à-dire que ça, je l'ai acquis et cette voiture, vous vous souvenez qu'on l'a acquis le 4 du 12. Okay. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici pour trouver notre amortissement? Okay. C'est un journalier. Donc quand c'est un prorata mensuel, enfin un petit résumé, vous commencez à amortir à partir du mois qui suit. Donc si vous l'avez acheté le 3 avril, vous commencez à amortir à partir du 1er mai. Et donc vous prenez le restant de l'année. Okay, ça veut dire que vous allez prendre 8 12e, par exemple que j'ai vu. 1er mai jusqu'à la fin de l'année, vous avez 8 mois. Vous allez faire ça fois 8 divisé par 12, vous allez trouver votre amortissement annuel. Par contre, si vous l'avez acheté le 1er mai, vous prenez le 1er mai aussi. Okay. Enfin, vous prenez tout le mois. Vous ne prenez pas le mois qui suit. Mais si vous l'avez acheté en plein milieu du mois, vous prenez le mois qui suit. Donc ça, c'est pour le prorata mensuel. Pour le prorata journalier, on fait fois le nombre de jours qui restent, divisé par 365. Dans notre exemple ici, on l'a acheté le 4, donc il nous reste 28 jours. Donc vous prenez 4 aussi, là, je vous laisse sur le calcul avec toi. Et tu dis non, je vais prendre à 3. Tu dis dans 30 minutes, 30 ans. Tu veux chercher un endroit à manger au port, si tu veux. Bah, je vais dire quoi. Ouais, prends un apport. Vas-y, t'inquiète. Les aléas du direct, bref. Donc, donc le nombre de jours, ça je vais vous laisser, vous êtes à la maison, vous calculez calculement 4 jusqu'au 31 décembre, vous allez voir qu'il y a 28 jours. Donc faites ce calcul, fois 28 divisé par 365, et vous allez trouver 407 €. Et donc là, on a trouvé notre amortissement pour la voiture. Et donc là, on a fait de nos amortissements, notre amortissement. Donc, tout simplement, 6302. Donc là aussi, je n'ai pas vraiment les moyens de tout remettre, mais c'est simplement donc, dotation aux amortissements sur l'immobilisation corporelle. Tout ça, c'est des immobilisations corporelles, donc c'est la somme des trois. Okay. Donc, c'est les 407,41 € plus 148 000 plus 82 000, qui me donne 230 407,41 €. Et donc là, si vous allez dans chaque compte de construction de mobilier, vous avez toujours le compte amortissement acté sur. Donc on a le 22 109 amortissement acté sur construction
Nous, on a rajouté 82 000 euros ici au crédit. 2409 pour le mobilier, 148 000 euros. Et 2419 pour le matériel roulant, on a rajouté 407 euros. 41. Lieu d'inventaire. Tout simplement. Toujours, je me rappelle, quand même bien vérifier que ce que je vous dis c'est juste. Et ça semble correct. Est-ce qu'elle avait bien détaillé tout ça? Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Ok. Donc là on est bon. Ça. Le ralentissement est bon. Ensuite, qu'est-ce que ça va nous donner? On a 30 minutes. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne soit pas indigeste. En opération de fin d'exercice, donc là, après on nous dit la valeur d'acquisition du stock de marchandises est évaluée et valorisée à 16 000 euros. Okay. Donc ça, on est dans le chapitre variation de stock. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire en variation de stock? À ce niveau-là, c'est juste stock final moins stock initial. Okay. Ça, c'est la formule de la variation de stock. Donc stock final moins stock initial. Variation de stock égale stock final moins stock initial. Et donc le montant qu'on vous donne ici, c'est toujours le stock final. Okay. Donc ici, en stock final, on a 16 euros. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est juste aller dans la liste des comptes, chercher le stock initial pour la liste des comptes. Okay. Donc on commence même pas à bien faire attention. Donc ce qu'on est en train de chercher, on vous dit que le stock de marchandises est valorisé à 16 000 euros. Donc s'il vous plaît, ce que vous allez chercher dans la liste des comptes, c'est stock de marchandises. Okay. Commencez pas à aller chercher les variations de stock de marchandises ou chercher des trucs qui... Non, on cherche stock de marchandises, rien d'autre. Okay. Donc ce que vous allez comparer ici, c'est avec stock de marchandises. Donc je vous le dis parce que je ne sais pas dans cet exercice, on a un stock de marchandises. On a un stock de marchandises, vous voyez qu'il était à 13 000 euros. Le stock final, c'est 13 000 euros. Okay. Mais si, à l'examen, par malheur, vous ne trouvez pas de stock de marchandises, s'il vous plaît, commencez pas à le remplacer. Ce n'est pas parce que vous ne trouvez pas de stock de marchandises que vous devez le remplacer par variation de stock de marchandises. Ce n'est pas du tout ça la théorie. Vous avez un stock final, vous cherchez stock de marchandises dans votre situation des comptes. Si dans votre situation des comptes, stock de marchandises, il n'y est pas, ça veut juste dire que le stock initial c'était 0. Et donc vous mettez juste 0 et vous faites 16 000 moins 0, donc vous avez une variation de stock de 16 000. Enfin, c'est un exemple que je donne. Après, ça veut juste dire que le stock initial c'était 0, et donc vous avez votre calcul et vous avez votre variation de stock. Ok, donc là ici on avait 13 000 de base de stock, donc on voit que mon stock il a augmenté de 3 000 euros. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On va juste se concentrer sur le compte de stock, qui est un compte d'actif. Donc ça veut dire que le compte stock de marchandises, il a été débité de 3 000 euros. Jusque-là on est d'accord. On va juste chercher son compte de variation et faire le contraire, le créditer. Et donc son compte de variation, 6 000 d'inventaire, 3 000. Il est d'inventaire. Ok, ça c'est ce qu'on fait. Si ça aurait été le contraire, vous aurez fait le calcul, vous avez une diminution du stock. Dans mon compte de stock, j'allais le créditer, j'allais juste chercher son compte de variation, j'allais débiter. Okay, donc vous vous concentrez juste sur le compte de stock et vous faites le contraire avec ce stock de variation. Pas sur le compte de variation. Ok. Donc pour la variation de stock, on est bon. Après la variation de stock, on a quoi? On dit que le client Ola n'a pas payé la facture. Okay. Le client Ola n'a pas payé la facture. Donc ça c'est pour la variation de stock. Ok, donc le client Ola n'a pas payé la facture depuis... L'échéance était le 26 mai N. Okay. Donc là, je vais dire dans mes règles d'évaluation, qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de client qui ne paye pas de facture depuis un moment. Donc on me dit que les créances commerciales, donc ça vous voyez dans les règles d'évaluation, la page 4, règles d'évaluation, l'avant-dernier point, on me dit que les créances commerciales présentant un retard de paiement de plus de 6 mois, pour l'objet d'une réduction de valeur s'élevant à 40% du chiffre d'affaires. Okay. Donc, on me dit déjà que le client n'a pas payé une facture d'un montant de 30 250 euros. Ça, c'est le montant avec la TVA. Donc, je retire la TVA, donc ça fait 25 000 euros. Donc, 30 250 divisé par 1,21, ça fait 25 000 euros. Okay. 25 000 euros. Sur ces 25 000 euros, c'est sur ça que
je vais faire une réduction de valeur de 40%, puisqu'on l'a dit dans la règle d'évolution. Je fais une réduction de valeur de 40%. Ok, donc la réduction de valeur, c'est toujours, donc on vous dit une réduction de valeur du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est toujours le montant hors TVA. Donc 25 000 euros, 40%, ça fait 10 000 euros. 10 000 euros, ça va être ma réduction de valeur. Okay. Donc les réductions de valeur, vous allez voir dans votre plan comptable, dans les comptes 63, vous avez amortissement, réduction de valeur, provision pour risques et charges. Donc la réduction de valeur sur créance commerciale à 1 an en plus, c'est 66 340. On a la dotation, on va faire une dotation de 10 000 euros. Et cette réduction de valeur, elle va aller dans notre compte 409, réduction de valeur actée sur créance commerciale à 1 an en plus. Okay. Donc là, ça s'arrête là. S'il était déclaré en faillite, okay, donc là vous avez vu qu'il n'est pas déclaré en faillite, il a juste un retard de paiement. S'il était déclaré en faillite, on aurait dû récupérer la TVA sur les 10 000 euros. C'est-à-dire que sur les 10 000 euros, on aurait fait 21%, on aurait récupéré 2100 de TVA directement à ce moment-là. C'est ce qui s'est passé avec la créance, pour ceux qui vont regarder la première partie de la vidéo. C'est ce qui s'est passé avec la première partie, la créance qu'on avait tout à l'heure, il était déclaré en faillite, c'est pour ça qu'on avait déjà récupéré 2520, qui était dans le compte créance douteuse montant la TVA régularisée. Okay. Mais ici, voilà, on n'a pas de client qui est déclaré en faillite, il a juste un retard de paiement, on fait juste la réduction de valeur, on récupère pas de TVA. S'il était déclaré en faillite, on aurait récupéré la TVA directement. Okay. Donc, ça c'est pour le client là. Vérifions toujours quand même que on a quelque chose de correct. Hein. On a fait une réponse là-dessus. Il y a une première étape. Donc là ici, pour ceux qui regardent la vidéo, bref, il y a déjà une première étape que j'ai vraiment zappé. À partir du moment où on fait une réduction de valeur, déjà, donc ça va peut-être vous embrouiller. Donc ça, l'étape que je fais, ça va revenir avant cette étape que je viens de faire. Okay. C'est que notre client, qui est de base le client là, avec le montant total, c'est-à-dire les 30 250 euros, okay. C'est plus un client, mais c'est une créance douteuse. Okay. Donc il passe en créance douteuse, 30 250 euros. Okay. Donc ça, c'est pas un truc où il faut faire des calculs. Il faut juste prendre la totalité de la créance qui est en client, la créditer et la mettre en créance douteuse. Okay. Et la mettre en créance douteuse. Okay. Cette écriture elle mène à ça, okay. Donc ça c'est une petite heure pour ma part. Donc voilà, okay. Il faut bien faire attention que ça vient avant. Après, on fait cette écriture, par contre, l'écriture que j'ai faite en dessous, elle est très probablement correcte, c'est ça. Okay. Donc désolé, bien faire attention. À partir du moment où vous faites une réduction de valeur pour un client, première chose à faire c'est de le faire passer en créance douteuse. Donc c'est plus un client mais une créance douteuse. Exactement ce qu'on va faire. Ok, donc désolé, j'ai juste sauté cette étape. Là, on est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit dans les opérations de exercice? Que les actions détenues dans la SA ABEC sont évaluées à 102 euros le titre. Donc, là, on va refaire nos calculs. On va appeler la SA ABEC. Pour ceux qui n'ont pas regardé la première partie, donc, il suffit d'aller dans la liste des comptes. On a 20 000 euros en actions. Et on nous a dit que ces 20 000 euros, ça correspondait à 200 actions. Donc 20 000 divisé par 200, ça me donne 100 euros. Donc ça c'est le prix de une action, le prix d'achat de une action. On met faveur d'acquisition. Et quand vous regardez dans votre liste des comptes, vous avez 4 000 euros de réduction de valeur. Ces 4 000 euros de réduction de valeur, on les divise par 200, ça veut dire qu'on a 20 euros de réduction de valeur pour une action. C'est-à-dire qu'alors, au dernier inventaire qu'on avait fait des actions, notre action elle valait 80 euros. Okay, c'est comme ça qu'on est arrivé à la conclusion que notre action elle valait 80 euros. Maintenant, on se retrouve à la fin de l'année, on a fait un nouvel inventaire, et notre action elle vaut 100 euros, et plus 80 euros. Okay, donc ça, elle vaut même plus que le prix d'achat. Okay. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réduction de valeur de 20 euros qui était là, donc on l'a supprimée, puisqu'il n'y a plus de réduction de valeur. Okay. Elle vaut carrément 100 euros, 102 euros. Okay. Donc en gros, les 2 euros qui sont en plus, on n'a rien à faire avec ça. Il n'y a plus de réduction de valeur. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la réduction de valeur, elle disparaît. Parce que maintenant, mon action, elle a même dépassé ma valeur d'acquisition. Okay. Donc les 2 euros qui sont en plus, on va rien enregistrer. Mais les 20 euros ici de réduction de valeur, on doit les reprendre, justement. Donc ici, on doit supprimer ces 20 euros, on doit faire 20 euros de reprise. Ok.
Là, je l'ai calculé pour une action. Ok. Donc, une action, maintenant, je vais en faire 20 euros de reprise, mais pour toutes les actions qui me restent. Donc, j'avais 200 actions au début. Maintenant, il ne faut pas oublier que pendant l'exercice, vous allez regarder dans la liste des exercices. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé la première partie de la vidéo, vous regardez dans l'exercice, vous allez voir que dans l'exercice, on a vendu 50 actions. Ça veut dire qu'au final, il me reste 20 euros fois 150 euros, 150 actions, pardon. Donc, c'est 20 euros de reprise que je dois faire sur 150 actions. Les 150 actions qui me restent, c'est-à-dire que je dois faire 3000 euros de reprise. Ok. Pas 200, et pas sur 200 actions. Ok. Donc, je dois faire 3000 euros de reprise. Donc, 65,11, c'est le compte de reprise de réduction de valeur actée sur actif circulant. Je fais 3000 euros de reprise. Et mon compte 5190, je vais complètement le solder pour les 3000 euros qui restent. Ok, du inventaire. C'est ça les 3000 euros de reprise ici que je fais. Et donc, c'est très probablement ce que j'ai dans mes réponses. Je vérifie quand même. Et c'est exactement ce qu'on a. Okay. Donc, c'est pour ça que la réduction elle doit totalement être reprise. Ensuite, dans mes impôts, après on parle d'impôt sur le résultat. Okay, donc, l'impôt sur le résultat, là, ça veut dire que j'en ai fini avec mes réductions de valeur. Donc, j'en ai fini avec mes réductions de valeur. Je passe, avant de faire les impôts sur le résultat, à la centralisation TVA. Pas oublier la centralisation TVA, on ne va pas vous dire de le faire. Okay, donc avant les impôts, je fais la centralisation TVA. Donc centralisation TVA, c'est mettre mes créances d'un côté, mes dettes de l'autre côté. Regardez si j'ai plus de créances que de dettes, 41,19. Plus de dettes que de créances, 45,19. Okay. Je suis encore désolé, je ne peux pas commencer à tout redétailler au niveau de la TVA. Okay, donc on va prendre toute notre TVA et on va les mettre ici. Donc on commence ici. Qu'est-ce qu'on a comme TVA ici? On a déjà une TVA déductible sur achat, c'est-à-dire qu'on a un 41,10 avec 9 millions. On a un compte courant administration TVA seul créditeur. On va le mettre et vous allez vous rendre compte qu'au final on l'avait payé. C'est 1000 euros de TVA. On va d'office les payer. Okay, on a 45,19, pardon, pas 45,10. Ok, compte courant administration TVA seul créditeur, c'est un 45,19. Mettons-le pour le moment. On a des TVA dus sur vente de prestations. On a 45,10 ici. Pour 20 000 euros. Là, je suis dans la liste des programmes. Est-ce que j'ai pas un autre truc? Positif sur l'achat. Ici, il ne faut pas commencer à attendre, par contre, c'est un truc qui peut vous faire bugger. Créance douteuse montant de la TVA régularisée. C'est pas une TVA, c'est si vous vous souvenez, enfin, si vous savez faire une écriture de créance douteuse, c'est juste la TVA qu'on a déjà récupérée comme numéro 41,14, TVA déductible pour régularisation, et qu'on a mis à créance douteuse montant de la TVA régularisée. C'est juste le compte qui permet de vous dire que vous avez déjà récupéré de la TVA, qui permet d'avoir une preuve que vous avez déjà récupéré de la TVA, mais ce n'est pas le compte de TVA. Okay, donc on ne reprend pas ce compte de la TVA. Et donc ici, si je n'ai pas dit de bêtises, on n'a ni à compte TVA, ni TVA déductible pour régularisation, ni TVA due pour régularisation. Donc chaud, voilà. Donc maintenant on peut continuer. C'est pas fini, hein. Il faut continuer votre exercice et voir dans l'exercice est-ce qu'on va pas rajouter de la TVA. Ok, donc ici, donc là je reprends toutes les TVA que j'ai, 41,10. Une TVA déductible, donc 2511,60 €. Et donc là on va dans notre exercice, on reprend toutes les TVA. Là j'avais pas de TVA, là j'avais une TVA déductible 41,10 pour 8,40 €. J'avais pas de TVA. J'avais encore une TVA déductible ici, 41,10 pour 10 891,55 €. Là, mon 45,19 il a été supprimé, puisque je l'ai payé par page 8. Ensuite, voilà. Ici, j'avais une TVA déductible pour régularisation 41,14 pour 3 339. TVA due sur vente de prestations 45,10 12 279,96. Donc là,
là, je répète peut-être, mais je suis juste en train de reprendre les TVA qu'on a fait pendant l'exercice. Matériel de vente, ici, j'avais pas de TVA, j'avais pas de TVA. Il me semble que j'avais pas de TVA. On vérifie quand même. Et il me semble que j'avais pas de TVA. Ok. Là, je fais mon calcul. Ça va me faire combien? 32 279,96. Là. Je dis pas de bêtises. Bon. Je vais vérifier n'importe quoi. Je vérifie, non, parce que peut-être que j'en ai oublié un, parce que je regarde la réponse. Et il me semble qu'il y a un truc que j'ai loupé. C'est quoi? Je refais juste, je reprends la TVA. C'est vraiment dans ton TVA, on va être attentif. Donc, ici, TVA, plus en de prestations, TVA déductible sur l'achat. Ok. TVA déductible sur l'achat, ça je l'ai. TVA déductible sur l'achat, je l'ai aussi. TVA déductible sur l'achat, je l'ai mis. Ah, mais c'est celui-là. Pourquoi je l'ai mis? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de me tromper. Compte. TVA dû sur vente et prestations, ça je l'ai. 14. TVA déductible pour régularisation, ça je l'ai aussi. Donc quelle est ma faute? J'ai fait une faute quelque part. 1800. TVA dû sur vente et prestations famille. Ok. Compte pour administration TVA, les 1000, ça je les ai rappelés. Et donc ici, on a une TVA déductible sur l'achat, ça je l'ai mise. On a ici rien du tout, TVA déductible sur l'achat, je l'ai mis. TVA déductible sur achat, 10 891,56. TVA. En fait, c'est bon. Quand je suis en train de chercher, on est à 14h. En fait, depuis tout à l'heure, je cherche alors que ce que j'ai, c'est totalement juste. Excusez-moi. En fait, là, je suis en train de vérifier les trucs alors que c'est juste ce que j'ai fait. Donc en fait, je me suis pas trompé. Je me suis pas du tout trompé. 2511,60 €. Je sais même pas pourquoi j'ai bugué. Plus 8,40 €, plus 10 891,55 €, plus 3339 € qui nous fait. Et plus 9 000, parce que j'ai oublié les 9 000, qui nous fait 25 750,55 € si je ne me suis pas trompé. Là, je ne m'étais pas trompé. Je sais pas pourquoi. On voit bien que j'ai plus de lettres de créance, donc je vais utiliser le 45,9. Okay. Donc désolé pour le bug. Donc je vais utiliser le 45,19. Okay. Donc, mon écriture, qu'est-ce que ça va donner? Je vais commencer par les créances. Donc en gros, toujours on utilise soit le 41,19, soit le 45,19, on met nos créances au débit de ce compte et nos dettes au crédit de ce compte, que ce soit le 41,19 ou le 45,19. Donc je vais faire le décompte de mes créances. C'est mon 45,19 qui sera débité pour la totalité que j'ai ici, c'est-à-dire 25 750,55 €. Okay. À tous ces comptes-là que je vais solder. Okay. Franchement, je vais aller en raccourci. Donc, je vais solder. Donc, vous allez voir que je vais solder tout ce qu'il y a dans mon 41,10. Okay. En faisant la somme de ceci, vous allez voir que c'est exactement la même chose que dans mon compte, c'est-à-dire 22 411,55 €. Et je solde ce que j'ai dans mon 41,14. Okay. Donc, c'est ça que je vais solder, 3339 €. Okay. C'est pour ça que ça me donne. Et donc ici, quand c'est au 31 du coup, ça s'appelle 2044, ça s'appelle pas le décompte des
différence TVA. Ok. Donc ici c'est pour ça que vous avez soldé tout ça. Et vous avez ce montant ici, c'est bien la somme de ça, plus ça, plus ça, plus ceci. Et ça c'est soldé ici, 3330. Et donc la même chose pour le 4510. Là les deux ils sont dans le 4510, donc j'ai soldé pour 32 279,96 à 4519 que je mets en crédit, 32 279,96. Bulletin bancaire. Ok, donc là j'ai fait ma centralisation. Ok, donc ça c'est la centralisation. Encore une fois, je le répète un peu, mais je ne peux pas détailler la centralisation à mort. C'est un peu en résumé ce qui se passe. Ok. Et donc là ici, l'impôt sur le résultat. On passe à l'impôt sur le résultat. L'impôt sur le résultat, on nous donne l'information en fin d'exercice. Donc les opérations en fin d'exercice, on nous dit que l'impôt sur le résultat est estimé à 300 950 euros. Donc là, vous devez revenir. Ceux qui n'ont pas compris, donc là, moi aussi, je vais aller à l'essentiel, mais il y a une vidéo sur l'impôt sur le résultat qui est complètement complète, où je détaille, j'explique exactement ce qu'il faut faire par rapport à l'impôt sur le résultat. Donc, l'impôt sur le résultat, qu'est-ce qu'on a ici? Impôt sur le résultat, on a l'estimation. Donc je dois comparer. L'estimation c'est 300 950. Donc là ici je dois comparer ce que j'ai dans mon compte 6700. Je parle bien du compte 6700 avec l'estimation. Et donc ici faites attention. Vous voyez, elle peut vous mettre versement anticipé. Okay. D'impôt ou de précompte, etc. Okay. Parce que je vous dis dans la liste des comptes, en fait ce qui va se passer, c'est que dans la liste des comptes, je vais chercher mon compte 6700. Et le compte 6700 dans votre plan comptable, il s'appelle impôt et précompte jours versés. Okay. Il s'appelle impôt et précompte jours versés. Le compte 6700. Mais dans votre liste des comptes, il ne faut pas juste chercher impôt et précompte jours versés. Donc vous allez chercher, peut-être que vous n'allez pas trouver. Ok, vous allez dire, ok, j'ai pas de 6700 dans ma liste des comptes. Alors que si vous avez versement anticipé d'impôt, c'est le compte 6700. C'est-à-dire que si vous voyez versement anticipé d'impôt, c'est égal à mon 6700. Versement anticipé de précompte et d'impôt, je ne sais pas comment on va le tourner, mais quand vous voyez versement anticipé d'impôt, pas juste versement anticipé, soyez logique. Vous voyez versement anticipé de l'ONSS, c'est pas des impôts. Si vous voyez versement anticipé d'impôt et de précompte, c'est le compte 6700 impôt et précompte du jour versé. Okay. J'espère que vous avez compris ce que là où je vais en lire. Et dans notre exercice, on va regarder qu'est-ce qu'on a ici. Dans cet exercice, il n'y a pas de souci, puisque vous avez exactement le même nom pour le 6700. Impôt et précompte du jour versé, vous avez 254 000. 254 000. Par contre, c'est pas fini. Donc là, vous avez pris ce que vous avez dans la liste des comptes. Maintenant, il faut regarder dans votre exercice si vous n'avez pas rajouté des éléments dans le 6700. Okay. Et donc, déjà, à la page 6, en 6700, on avait rajouté 177,65 € en faisant notre exercice. Donc là, vous devez vous regarder dans l'exercice, qu'est-ce que vous-même vous avez rajouté dans le compte 6700. Donc là, bien sûr, à ce niveau-là, normalement, votre exercice, vous l'avez déjà fait. Ça, c'est ce que j'ai fait dans la partie 1 de la vidéo. Ok, donc là, je vais regarder si j'ai pas d'autres choses dans mon 6700. Et dans mon 6700, qu'est-ce que j'ai rajouté dans mon 6700? À la page 12, vous voyez que dans mon 6700, j'ai rajouté 16,15 €. Ok, 16,15 €. Et il me semble qu'après, j'ai plus rien ajouté dans mon 6700. Ok. Donc, ici, ça nous fait combien? Faisons le calcul. Dans mon compte 6700, j'ai 254 000 plus 177,65 € plus 16,15 €. Ça me donne 254 193,80 €. Donc là, qu'est-ce que je remarque? Que mon estimation est plus élevée que mon compte 6700. Donc là, si vous retournez à la vidéo que j'ai faite sur les impôts sur le résultat, vous allez voir que j'aurai cette écriture 6702 à 4500. La différence que j'ai entre les deux, donc c'est-à-dire 300 950
qui donne 46 756,20. 46 756,20. Donc là, je vais me faire mes impôts sur le résultat. Okay. Donc là, j'ai fait mes impôts sur le résultat, les bons. Okay. Donc ici, pour comprendre pourquoi j'ai fait ça, je vous invite à regarder la vidéo sur les impôts sur le résultat. Donc 6700, il était plus petit que l'estimation, donc ça donne cette écriture. Okay. Et est-ce que c'est correct? Ouais, c'est correct. Ok, là on est arrivé à l'impôt sur le résultat. On est à la dernière étape qui est l'affectation du résultat. Donc l'affectation du résultat, toujours deux étapes. Là aussi, je vous invite à regarder la vidéo. Donc sur l'affectation du résultat. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il y a sur l'affectation du résultat? Je vais juste aller dans ma liste des comptes et regarder est-ce que j'avais un bénéfice ou une perte en N et faire une des deux écritures. Donc ici, j'avais un bénéfice reporté de 150 000. Okay. Donc mon écriture, ça va être quoi? 140, 150 000. Et pour comprendre ceci, il y a une vidéo sur l'affectation du résultat qui vous détaille ça vraiment proprement. Et donc ici, ça va être le 790, 150 000. Ok, donc là, je n'ai même pas fait de calcul. J'ai juste pris mon bénéfice de l'année passée et j'ai fait mon écriture de bénéfice de l'année noire. Okay. Donc si vous regardez la réponse, vous allez voir que c'est exactement ce qu'on a fait. Okay. Donc 150 000, 150 000. Ok, ça il suffit de reprendre. Et pour bien comprendre, il suffit de regarder une vidéo qui dure 20 minutes. Et l'enlever. Ok, donc ça c'est la première partie. Et la deuxième partie de l'affectation du résultat, c'est la partie la plus chiante de l'examen. Et la partie où, voilà, malheureusement, il y a beaucoup de chances que vous n'ayez pas la bonne réponse. C'est commencer à dégager est-ce qu'on a fait un bénéfice ou une perte cette année. Donc le calcul est nous-mêmes. On devra faire la somme de tous nos produits, moins la somme de nos charges, et on va trouver soit un bénéfice, soit une perte. Donc qu'est-ce que ça insinue? Ça insinue vraiment que je suis en fond de mon exercice. Okay. Et que je regarde à chaque fois que je mets une charge, je la mets en produit, que je mets un produit, je le mets en produit, pardon, que je vois une charge, je la mets en charge. Et ça va me donner mon calcul. Donc je vais commencer par ma liste des comptes ici. Donc ici je vois que j'ai achat de marchandises, donc c'est une charge en plus, hein, c'est 2 359 822 en charge. Donc c'est une charge en plus. Rémunération des dirigeants indépendants, c'est une charge en plus, hein, 250 800. Okay. ONSS patronal, c'est une charge en plus. Hein. Vous vous rappelez, c'était le 621 si vous vous souvenez de mon schéma. 493,25. Fourniture faite à l'entreprise, c'est une charge en plus. C'est le 612, ça fait 369 168,74. Réduction de valeur actée sur action épargne, ça n'a rien à voir, c'est pas une charge. Terrain, chiffre d'affaires, c'est un produit. 4 829 000. Ok. BNP Paribas compte courant, non. Mobilier, non. Capital, non. Variation de stock de marchandises, c'est le compte de charge. Variation de stock de marchandises, c'est le 6094. C'est un compte de charge. Vous voyez que c'est un solde créditeur, donc c'est une charge en moins 2500. Ok, donc là je vous rappelle, un compte de charge où c'est au crédit, c'est une charge en moins. Et donc pareil pour le produit, si c'est un produit mais au débit, c'est un produit en moins. Okay, donc là ici, bien faire attention, c'est moins 2500. C'est une variation de stock de marchandises, solde créditeur. Donc pour litige, fournisseur non, réduction non, TVA, amortissement acté non, produit acquis non, c'est le 490, donc il ne faut pas juste voir produit et mettre en produit. Impôt et précompte jour versé, 254 000, ça c'est une charge en plus. Donc ici j'ai rien oublié. Hein. Instruction, amortissement, créance douteuse, impôt sur le truc à récupérer, non, pensionnaire, escompte accordé, c'est une charge en plus, 4 000. Okay. Escompte accordé, c'est une charge en plus. BNP Paribas, dépôt à terme non, ONSS non plus, stock non, bénéfice. Plus-value sur réalisation d'immobilisation, donc plus-value, on est dans un produit à 47 190,39. Okay.
Rémunération des employés, charge en plus, 687 406. Revenu des immeubles, produit en plus, pour certains produits. Ça, c'est un produit. Revenu des immeubles, présent programme, non, charge, réserve, caisse. Précompte immobilier, charge en plus, 5400. Le précompte immobilier, c'est un compte 640, charge fiscale d'exploitation. Ok, donc ça, c'est une charge en plus. Ok, donc là, j'ai fait mes charges et mes produits pour ma liste des comptes. Donc là, tout simplement, je vais reprendre mon exercice. À chaque fois que je vois un 6, à chaque fois que je vois un 7, je le remets dans mon calcul. Donc à chaque fois que je vois un 6 au débit, charge en plus. À chaque fois que je vois un 6 au crédit, une charge en moins. À chaque fois que je vois un 7 au crédit, produit en plus. À chaque fois que je vois un 7 au débit, produit en moins. Donc, tout simplement. Là, je reprends mon exercice. Et donc, qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai une charge en plus de 177,65 €. J'ai un produit en plus de 592,17 €. J'ai une charge en plus de 88,40 €. J'ai une charge en plus de 52 923 €. J'ai une charge en plus de 630 €. J'ai un produit en plus ici de 1058,46 €. J'ai une charge en plus de 53,13 €. J'ai une charge en moins de 250 €. Ok, donc là je suis en train de prendre mes comptes 6 et pas compte 7. Je suis à la page 8, je suis à la page 9, et j'ai une charge en plus, 1000 €. Ici j'ai quoi? J'ai une charge en plus, 15 900 €. La page 10. J'ai un produit en plus de 58 476. J'ai une charge de 330,92 €. Ok, là au niveau des charges, je suis servi. J'ai 22 800 en plus. En charge, j'ai 63 338 en plus. Et j'ai 17 183,60 en plus. Ici, j'ai moins 303,34 et j'ai moins 577,50. Ici, j'ai une charge en plus de 16,15 € et j'ai un produit en plus de 45 millions. Qu'est-ce que j'ai en 45 millions? Excusez-moi, je sautais une étape, j'ai un produit en plus de 53,80 €. J'ai une charge en plus de 45 000. J'ai une charge en plus de 45 000 €. J'ai une charge en plus de 1120 €. J'ai une charge en plus de 230 407,41 €. J'ai une charge en moins de 3 000 €. J'ai une charge en plus de 10 millions. J'ai une charge en moins de 3 millions. J'ai une charge en plus de combien? 46 756,20 €. Et donc ici c'est bon. Ok. Parce que ici, vous voyez la dernière écriture qu'on a faite, là, le bénéfice ici. Donc vous voyez le bénéfice reporté et l'écriture qu'on a faite juste avant. Ok. Le bénéfice là, il ne faut pas le reprendre. Et d'ailleurs, donc, si c'était le cas aussi où il y avait une perte reportée, donc 690 à 141, il ne faut pas prendre la charge en plus. Hein. Okay, donc il faut juste s'arrêter avant cette écriture, faire votre calcul. Et donc ça, c'est le calcul qu'on va faire. Okay. Donc, je vous laisse faire le calcul. Okay. Donc la somme des produits ici, moins toutes les charges, et vous voyez ce que vous êtes en bénéfice ou en perte au final. Okay. En bénéfice ou en perte au final. Et donc ici, comme je vous ai dit au début de l'exercice, donc ça c'est dans la partie 1, vous avez
une SA, donc qui dit SA dit faire une dotation à la réserve légale, ok, si vous êtes en bénéfice. Ok, donc là ici, je prends directement la réponse. Donc là, je vous laisse calculer. Et donc logiquement, vous allez tomber sur la même réponse ici qu'on a à la fin de l'exercice. Donc, à la fin de l'exercice, nous avons pas comme réponse. Je passe direct à la réponse. Ok, à la réponse, vous avez un bénéfice de 471 187,24. Ok, et donc pour la réserve légale, il faut bien faire attention. La règle, c'est que ma réserve légale ne doit pas dépasser 10% de mon capital souscrit. Donc ici, en capital souscrit, j'ai 760 000 euros. Et en réserve légale, j'ai combien? En réserve légale, je te fais suivre en réserve légale quelque part. En réserve légale, j'ai 10 000 euros. Ok. Donc vous devez bien faire attention que quand vous allez calculer 5% du bénéfice, que ça ne dépasse pas les 760 000 euros. Ok. Donc là, encore une fois, pour toutes ces histoires de bénéfices de réserve légale, il y a la vidéo sur l'affectation du résultat. Okay. Donc là, par contre, pour la page 16, tout est vraiment détaillé. Okay. Donc vous avez 471 000 et quelques, vous enlevez la réserve légale. Okay. De cette réserve, enfin, après vous trouvez un montant, vous rajoutez le bénéfice de l'année passée qui était les 150 000 et vous avez un bénéfice à reporter. Okay. Et donc après, vous avez votre écriture. Là, je vous invite, si vous ne comprenez pas l'écriture telle qu'elle est expliquée à la page 16, à aller voir ma vidéo sur l'affectation du résultat. Et donc voilà, je vais vous guider sur ce calcul. Donc là, ici, c'est le détail du calcul pour trouver le bénéfice. Ok, donc si j'ai pas fait d'erreur, logiquement, vous allez retomber sur exactement en produit 5 86 370,85 en faisant ça. Est-ce que c'est logique que ça va tomber sur 85? Ça fait 9, 8. Je pense que oui. Et donc ici, vous êtes censé tomber sur en charge 4 615 183,61 en faisant tous ces calculs-là. Okay. Et donc après, vous avez votre écriture, etc. Comme je vous ai dit, si vous ne comprenez pas l'écriture de l'affectation du résultat, je vous invite à regarder la vidéo sur l'affectation du résultat pour en comprendre. Mais au niveau de l'explication qu'il y a ici, je pense qu'elle est assez claire. J'espère que cette vidéo va vous aider. Bonne chance pour demain. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo parce que là, lorsque je fais cette vidéo ici, le 23 août, il y a examen de compta le 24 août. Si cette vidéo devient légendaire et que les gens la regardent sur YouTube les années à venir, bonne chance pour l'examen que vous allez passer dans le futur. Mais en tout cas, déjà, dans un premier temps, bonne chance à ceux qui passent l'examen demain. Et donc, voilà. J'espère que je vais aider un maximum de personnes avec cette vidéo. Et donc, voilà, je vous souhaite bon courage. Voilà. Pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard, vous voyez bien que la chaîne YouTube, c'est Beyond.échec. On est là, on donne des cours de maths, de compta, de maths bac 2, de compta bac 2. De droit fiscal bac 3, de réchaud bac 3. Et je crois que ça s'arrête là. Okay. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions par rapport au cours qu'on donne. Okay. Nos locaux ils sont 205 rue Béliard. Okay. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, il y a la chaîne YouTube, il y a la page Facebook et il y a l'Instagram aussi, Beyond Together, Beyond Échec. Okay. Donc ça, de toute façon, voilà, pour l'instant, ça ne va pas vraiment le sujet. J'espère que je vous aider avec cette vidéo. Et donc voilà, c'était l'exercice numéro 2 de synthèse expliqué en détail. A bientôt les amis.